Samedi 26 septembre, veille du départ, les cyclos se retrouvent devant la piscine pour charger les vélos sur les remorques. Les souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Dimanche matin, les 6 véhicules transportant les 29 participants se regroupent au parking de Virsac. C'est un moment de connaissance pour certains, de retrouvailles pour d'autres, sous un soleil agréable. Des femmes tenant un fils. Nous repartons pour Bordeaux, où nous déjeunerons dans le self de la gendarmerie de l'aéroport de Mérignac. Le Boeing 737 de la Tunisair est déjà sur le tarmac. Avant l'embarquement, les vélos sont mis dans leur housse de transport. Après l'enregistrement des bagages, ceux-ci sont acheminés jusqu'à l'avion, où ils sont chargés dans la soute, sans ménagement. Le baiser qui fait mal à Port El Kantaoui. Notre arrivée tardive à l'hôtel Royal Rihanna et le départ matinal ne nous permettent pas de visiter la ville. Après la photo traditionnelle du séjour, nous rentrons dans le vif du sujet. L'escorte est impressionnante. Voiture de police devant, véhicule des organisateurs et enfin fourgon de la sécurité civile. Le peloton entame la première journée de circuit qui le mènera de Eindhoven à Le Kef. À midi, le minibus puis les cyclos arrivent à l'endroit prévu pour le pique-nique. Le cadre est agréable et nous déjeunons dans une bonne ambiance. Le repas avalé, nous reprenons la route. La digestion aidant, le rythme n'est pas très élevé. Le minibus possède des places libres et permettra tout au long du circuit, à ceux qui le désirent, d'interrompre le trajet de la journée. Nous enchaînons descentes et montées sur des routes pas toujours très bien carrossées. Nous arrivons à Le Kef après un parcours de 130 km sous un soleil généreux. Après une nuit réparatrice à l'hôtel El Khelil, les participants sont pleins d'entrain pour cette deuxième journée. Pendant que leurs conjoints pédalent vers Sbeitla, les passagers du minibus visitent le Kef. La porte d'entrée monumentale donne accès à une allée bordée d'un côté par des canons et de l'autre par des citernes d'eau potable. Construite sur le rocher, la forteresse fut bâtie avec les pierres récupérées dans les ruines des monuments antiques environnants. À ses pieds s'étend la médina où se côtoient la mosquée et la basilique de Saint-Pierre. Cette dernière servit d'église paroissiale à la communauté chrétienne du Kef pendant le protectorat français. Ce bâtiment abritait les appelés français avant l'indépendance. À l'heure du déjeuner, tout le monde se retrouve à Rouilla, y compris les policiers mobilisés pour cette partie du trajet.
Chaque jour, le camion transportant le cuistot, ses assistants, le matériel et la nourriture nous devançait jusqu'au lieu du pique-nique. Alors commençait pour eux un contre-la-montre pour préparer le repas et tout installer avant notre arrivée. Svetla est située dans la région des Hauts Plateaux. L'Empire romain y a laissé de nombreux vestiges que l'on peut voir de l'hôtel. Sur cet espace, parmi tout ce chaos, s'élèvent les 3 temples du Capitole. Malgré l'usure du temps, on peut imaginer la majesté de ces bâtiments. La place du Forum qui lui fait face est fermée à l'autre extrémité par l'arc d'Antonin. L'ensemble est de toute beauté. Svetla est réputée pour ses mosaïques. L'heure de la fermeture trop proche ne nous a pas permis d'en découvrir plus. De grandes rues dallées qui se coupent à angle droit séparent le site en îlots rectangulaires. La ville possédait déjà un système de canalisation pour l'eau potable et d'égouts pour la collecte des eaux usées. Cette église, élevée sur les fondations d'un temple païen, est un des nombreux lieux de culte dégagés. La région tirait sa richesse de l'olivier, d'où ce vestige de pressoir à huile remarquable. L'arc de Dioclétien termine la visite. Nous repartons de l'hôtel Sufetula, nom antique de la ville de Svetla. Le motard en point de mire, le peloton file bon train. Pour la première fois, caméra à l'épaule, Denis filme au plus près ses compagnons de route. Pour ce 3e jour, nous nous dirigeons vers Kérouan. Le temps est couvert, la température toujours agréable et nous profitons d'un petit vent qui nous pousse. Lorsque nous passons dans un nouveau gouvernorat, l'équivalent de nos départements, un changement des équipes de police s'opère. Le charme de l'Afrique se retrouve le long des routes. Les échoppes de toutes sortes proposent leurs marchandises. La fin de matinée s'avère difficile. Une erreur de parcours nous oblige à rebrousser chemin pour rejoindre l'aire du pique-nique. Cette montée n'était pas prévue au programme. Ni ce chemin digne d'un cyclocross. Ah bah j'ai failli là. Le but atteint, nous mangeons de bon appétit. En fin d'après-midi, Jacques fait une chute, heureusement sans conséquences graves. À Kérouan, l'hôtel La Casbah nous accueille. Ces 5 étoiles ne sont pas usurpées. Aussitôt installés, nous filons vers la médina toute proche.
Nous entrons dans les souks par la porte Bab el Tounès. Ces joueurs de dominos ne sont pas perturbés par notre présence et se laissent filmer. Nous flânons dans les ruelles et nous arrêtons devant les étalages des différents souks. Les minarets des nombreuses mosquées s'élèvent au-dessus des toits blancs. Nous empruntons les galeries en arcade qui regroupent des commerces spécifiques tels les parfumeurs, les cordonniers, les bijoutiers et autres boutiques de vêtements. Notre Chibani Rochelais discute mécanique avec un autochtone. Les tapis sont au premier rang de la production artisanale locale. Les boutiques d'épices remplissent l'air de leurs senteurs orientales. Nous sortons par la porte Babek Chouada, plus connue sous le nom de porte des deux arches. En demandant notre chemin à 3 jeunes Tunisiennes, elles se proposent de nous guider. Nous longeons une partie des 3 km du mur d'enceinte de la Médina jusqu'à la grande mosquée. Nous ne pourrons la visiter car c'est l'heure de la prière. Pour route impraticable, cyclistes et vélos sont transportés par véhicule à 20 km de Kérouan, où sera donné le départ de cette 4e journée. Les accompagnants feront pendant ce temps un tour dans la ville d'El Djem, célèbre pour son Colisée. Au temps de sa splendeur, 30 000 spectateurs pouvaient y prendre place. Autour du bâtiment, quelques boutiques attendent le client qui, en cette fin de saison touristique, se fait rare. Le repas est prévu à 1 km avant El Djem. Ce ne sera pas le meilleur endroit pour un pique-nique, malgré le cadre. Le déjeuner avalé, nous reprenons la route, toujours protégée par la police. Nous passerons à notre tour devant le Colisée, où
nous nous arrêterons quelques instants pour l'admirer. Nous rejoignons le Noor Palace juste avant la pluie pour un repos bienvenu après ces 105 km. Le lendemain, vendredi 2 octobre, nous repartons vers Hammamet, distante de 145 km. Le vent de face constant nous oblige à maintenir un effort soutenu. Le trajet suit la côte et nous permet de profiter d'un joli panorama. Nous traversons Sousse avant d'arriver vers la plage d'Ergla où notre cantine ambulante s'est installée. L'atmosphère ventée atténue les ardeurs du soleil et nous permet de déjeuner face à la mer en contemplant le paysage. Au Marina Palace à Hammamet, nous posons nos valises pour 2 jours. Le 3 octobre est décrété à l'unanimité des cyclistes journée de repos. Chacun organisant sa matinée, un petit groupe monte dans le minibus direction Zagouan. Nous grimpons jusqu'au Temple des Eaux qui marque l'emplacement de la source alimentant à l'époque Carthage en eau grâce à un aqueduc d'une centaine de kilomètres. Avec son bassin et ses 12 niches destinées à abriter les statues de Neptune et des nymphes, le grand temple domine la vallée. À mi-pente, les vestiges des canalisations sont visibles. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons dans la station thermale d'Hammam Zibra. Ces eaux chaudes et sulfureuses réputées attirent les familles du bled. Elles alimentent un bassin pour femmes à droite, un autre pour hommes à gauche, ainsi que des cabines individuelles. Quelques pas dans les ruelles étroites et escarpées de la ville, puis nous retrouvons notre chef cuistot sans sa toque. Après le repas, nous repassons à l'hôtel pour opérer un regroupement avant d'aller visiter Hammamet. Nous rentrons dans un magasin d'État qui vend des articles fabriqués localement et assistons à une démonstration de tissage de tapis. Nous nous dirigeons vers la Médina, située en bordure de mer, à l'abri derrière ses remparts fortifiés.
3 portes percées dans la muraille en sont les seuls accès de communication. Depuis la place, nous franchissons l'une d'elles et rentrons dans le souk. Le calme régnant dans les venelles bordées de maisons éclatantes de blancheur contraste avec l'animation des ruelles commerçantes. Mais le temps passe trop vite et il est l'heure de rentrer. Après cette pause bienvenue, c'est reposé que nous entamons cette 7e journée vers Kelibia. Pendant ce temps, le bus nous arrête à Nabeul, réputé pour ses céramiques. Quelques pas dans les rues de la ville nous amènent au souk. Aussitôt la porte franchie, les échoppes s'enchaînent. Les poteries très colorées, en particulier les assiettes peintes et les faïences, côtoient les articles habituels. Aujourd'hui à midi, le poisson cuit sur la braise est la surprise du chef, savouré par tout le monde. Le soleil ardent, sans un coin d'ombre, déclenche une distribution de casquettes. L'endroit est bordé par un champ de piments. Le sol aride est irrigué par un goutte à goutte. Dans cette région où la circulation est plus dense, notre passage, escorté par la police, provoque des ralentissements. Le faible kilométrage de la journée, 85 km, nous fait arriver à l'hôtel La Belle Étoile de bonne heure. Nous en profitons pour aller visiter la forteresse de Kelibia. Elle est la plus grande forteresse musulmane encore conservée en Tunisie. Construite sur un promontoire rocheux, elle domine le village de ses remparts ocre. À travers ces créneaux, on découvre un admirable panorama. L'édifice, massif et trapu, est ceint d'une puissante muraille. Le port de Kelibia est le premier port de pêche de Tunisie spécialisé dans la pêche au lamparo. Nous nous couchons, bercés par l'appel à la prière du muezzin. Dans la nuit, l'aboiement des chiens sera moins agréable. Lundi 5 octobre, nous prenons pour la dernière fois nos vélos en direction de Tunis, ultime étape de notre itinéraire.
En attendant l'heure du déjeuner, le minibus dépose ses occupants à Carquoine pour une visite. La ville, bien que située en bordure de mer, ne possède pas de port. Les rues, tracées au cordeau, partagent la cité en damier. La décoration des lieux est encore visible à divers endroits, tel le signe de Tanit devant le seuil de ce bâtiment. Chaque maison possède une salle de bain munie d'une baignoire sabot dont l'intérieur est recouvert d'un enduit rouge hydrofuge. La cité est pourvue également de bains publics. Toutes ces commodités sont possibles grâce à un système hydraulique urbain remarquable. Pour ce casse-croûte final, les tables sont dressées sous les eucalyptus, dont l'ombrage est apprécié. Mais Tunis nous attend et nous reprenons sans tarder nos bicyclettes. Après 7 jours de randonnée sur des routes aventureuses, représentant 845 km sur nos petites rennes, le physique n'est pas entamé. Le coup de pédale est léger, le sourire sur les visages et l'humour toujours présent. Est-ce que tu me vois dans l'effort? Tout à fait, tout à fait. C'est le cœur léger que nous passons les derniers obstacles avant d'arriver à l'hôtel El Zahara d'Artunis. De là, nous repartons après une douche rafraîchissante pour Sidi Bou Saïd. Ce village pittoresque qui rappelle l'Andalousie ou les Cyclades est perché sur une falaise dominant le golfe de Tunis. Dépassant des jardins ou s'accrochant aux murs des maisons, les bougainvilliers étalent leur verdure et nous offrent leur floraison. Nous flânons dans le labyrinthe des ruelles blanches en admirant le bleu des ouvertures et des mouchards à pied.
Entre les eucalyptus, la marina se dévoile dans le soleil couchant. Le soir tombe lentement et les lumières nous rappellent qu'il est l'heure de quitter ce petit paradis blanc et bleu. Mardi 6 octobre, c'est par la porte de France, vestige des anciens remparts de la Médina, que nous pénétrons dans les souks de Tunis. Pour occuper, avant notre envol, cette matinée libre, nous musardons, dans un chaos parfaitement réglé, d'étals colorés et odorants. Poteries, tapis, céramique, cuir, bijoux et articles en cuivre sont les grands savoir-faire des artisans tunisiens. À travers ce capharnaüm, les touristes que nous sommes se doivent de marchander pour obtenir l'objet de leur désir. Nous revenons vers la cathédrale Saint-Vincent de Paul, construite en 1897 pendant le protectorat français. Derrière l'horloge obélisque, nous retrouvons le midibus qui nous emmène directement à l'aéroport de Tunis, où nous embarquons pour Bordeaux. Les vélos chargés sur les remorques, nous rentrons à La Rochelle.